Le dîner de remise de diplôme de ma sœur. Pas de place pour moi. Maman a ricané, tu n'es pas allé à l'université. Tu n'as rien à faire à cette table. Je suis restée silencieuse, jusqu'à ce que l'addition de 2800 € arrive, et que le serveur se dirige droit sur moi en disant « Votre famille a dit que c'était vous qui régliez ». J'ai simplement souri, je me suis levée, et j'ai dit « Pas ma famille. Pas mon addition ». Puis, je suis parti. Le restaurant était l'un de ces endroits, où les lustres coûtent plus cher que la voiture de la plupart des gens. Le Crystal OS avait fait la une d'Architectural Digest à 2 reprises, et ma mère n'arrêtait pas de parler de la liste d'attente de 6 mois, qu'elle avait réussi à contourner grâce à une de ses relations au country club. Le sol en marbre brillait sous un éclairage tamisé, et chaque couvert coûtait probablement, à lui seul, ce que je gagnais en une semaine à mon premier emploi. Je suis arrivé dans ma plus belle robe, un modèle bleu marine pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois. Le dîner de remise de diplôme de ma sœur, Madison. 4 ans à Stanford, diplômée avec la mention summa cum laude, elle avait déjà un poste de consultante en vue chez McKinsey, un poste qui lui rapporterait plus, dès sa première année, que ce que j'avais gagné au cours des 3 dernières années réunies. Maman s'en était vantée auprès de quiconque voulait bien l'entendre, et ce, depuis des semaines. Le salaire de départ de Madison avoisinerait les 115 000 €, ce qui semblait incroyable, jusqu'à ce que je fasse le calcul de ce que j'avais gagné. En 3 ans d'apprentissage, j'avais touché environ 120 000 € au total. Sa première année, à elle seule, équivaudrait à ce qu'il m'avait fallu 3 ans pour gagner. La comparaison était douloureuse, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était la façon dont maman s'assurait que tout le monde le sache. L'hôtesse m'a conduite au salon privé qu'ils avaient réservé. Des baies vitrées, du sol au plafond, donnaient sur la ville, avec le soleil se couchant sur le centre de Chicago, dans des teintes d'orange et de rose dignes d'une carte postale. J'apercevais déjà ma famille, assise à une table élégante qui s'étendait sur toute la longueur de la pièce. 8 chaises, toutes occupées. Maman trônait en bout de table, dans un tailleur Chanel crème, ses cheveux fraîchement colorés et coiffés en ondulation parfaite, un style qu'elle payait 200 € à entretenir. Papa était à côté d'elle, dans son costume Hugo Boss, consultant sa Rolex comme s'il avait un rendez-vous plus important ailleurs. Madison, au centre, telle une princesse à son propre couronnement, était vêtue de blanc, comme si elle se mariait avec son diplôme. Son petit ami, Trevor, était là, ainsi que ma tante Diane, mon oncle Paul, et mes grands-parents. Chaque siège était pris. « Oh, ma chérie », dit maman en me voyant hésiter sur le seuil. Sa voix dégoulinait de cette fausse douceur, qu'elle réservait habituellement aux bébés laits de ses amis. « Nous ne pensions pas que tu viendrais vraiment. » Mon estomac se noie. « Tu m'as invité. Tu m'as envoyé l'heure et l'adresse il y a 3 semaines. » « Eh bien, oui, mais, dit-elle en agitant vaguement la main, les diamants à son poignet captant la lumière, nous ne pensions pas que tu te montrerais. Tu es toujours si occupé avec ton petit boulot et tout le reste. » Mon petit boulot. J'étais apprentie électricienne, en 3e année d'un programme de 4 ans. Je me levais à 5 heures du matin, je travaillais de mes mains jusqu'à en avoir des courbatures, et j'étudiais les réglementations du code le soir. Et j'étais doué, en plus. Mon superviseur n'arrêtait pas de dire que j'avais une aptitude naturelle pour résoudre des problèmes de système complexes. La paie était correcte maintenant, environ 42 000 € par an, et elle augmenterait considérablement une fois ma licence obtenue. Mais pour ma mère, si ça ne venait pas avec un diplôme d'une université qui rejetait 90% de ses candidats, ça ne valait même pas la peine d'être mentionné lors des dîners mondains. « Il n'y a pas de place », dis-je doucement, constatant l'évidence. Madison leva les yeux de son téléphone, remarquant à peine mon existence. « Tu ne peux pas juste leur demander d'apporter une autre chaise ou quelque chose comme ça ? La table est pleine, ma chérie, » ajouta tante Diane, sur un ton qui suggérait que je compliquais les choses, simplement par ma présence. Les lèvres de maman se pincèrent en une fine ligne. « Wilma, tu n'es pas allée à l'université. Ce dîner est pour célébrer la réussite scolaire de Madison. Tu n'as pas vraiment ta place à cette table. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. La pièce sembla basculer légèrement. Ou peut-être que c'était simplement mon monde, qui se reconfigurait autour de cet instant. Ma grand-mère, au moins, eut la décence de paraître mal à l'aise, s'agitant sur son siège et fixant son verre d'eau, comme s'il contenait les secrets de l'univers. Je pourrais rester debout, proposai-je, détestant le son si faible de ma voix. Ne sois pas ridicule, dit maman.
Ce serait absurde. Pourquoi n'irais-tu pas simplement dîner quelque part à proximité? Il y a un Chipotle 2 rue d'ici. On te rejoindra après. Trevor, le petit ami de Madison, qui ne m'avait jamais adressé plus de 5 mots, se mit à rire. Un petit rire sec, un aboiement amusé à la suggestion que j'aille manger un fast-food, pendant qu'il se régalait de plats à 40 € l'entrée. J'aurais dû partir à ce moment-là. Avec le recul, je vois bien que la chose la plus intelligente à faire aurait été de faire demi-tour, de sortir avec ma dignité intacte, et de ne plus jamais leur adresser la parole. Mais quelque chose retint mes pieds, cloués à ce sol si cher. J'attendrai au bar, m'entendis-je dire. L'expression de maman changea, se muant en quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Parfait. C'est très mature de ta part, Wilma. On t'enverra un texto quand on aura fini. Je me suis retourné avant que quiconque ne puisse voir les larmes qui menaçaient de couler. Le bar se trouvait de l'autre côté de la salle principale, un aménagement magnifique avec un mur rétro-éclairé de bouteilles d'alcool haut de gamme, et un barman qui semblait tout droit sorti d'un magazine pour gens séduisants au goût impeccable. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-il, son badge indiquant le nom de James. « De l'eau, s'il vous plaît. »« Juste de l'eau. » Il haussa un sourcil, mais me versa un verre avec du concombre et de la menthe, le posant sur une serviette en papier sans aucun jugement. Je suis resté assis sur ce tabouret pendant les 2 heures et demie qui ont suivi, observant le soleil disparaître derrière les immeubles, et les lumières de la ville s'allumer, une par une. James, le barman, a essayé d'engager la conversation à 2 reprises, mais je n'ai pas pu trouver l'énergie. Mon téléphone est resté éteint. Pas de texto, pas de nouvelles, rien qui ne suggère que ma famille se souvenait que j'attendais. Vers 21h02, mon téléphone a finalement vibré. Le message de maman était bref, ça s'éternise un peu. Tu peux rentrer si tu veux. Merci de ta compréhension. Il y a 3 ans, j'aurais pleuré. Il y a 2 ans, j'aurais envoyé une réponse pleine de colère, que j'aurais immédiatement regrettée. Il y a 1 an, je serais parti et j'aurais fait comme si de rien n'était, lors de la prochaine réunion de famille obligatoire. Mais ce soir, quelque chose était différent. Peut-être que c'était la façon dont le barman n'arrêtait pas de me jeter des regards pleins de pitié. Peut-être que c'était de voir mon reflet dans le miroir derrière le bar, cette femme, dans sa jolie robe, perchée sur un tabouret comme si elle attendait que sa vie commence. Ou peut-être que, tout simplement, j'en avais finalement eu assez. J'ai répondu par texto, j'attendrai. James me versa un autre verre d'eau. Tout va bien? Histoire de famille, dis-je, ce qui était à la fois complètement exact, et entièrement insuffisant pour expliquer la situation. Ah, fit-il en hochant la tête, comme si cela expliquait tout. Ça peut être compliqué. Encore 45 minutes passèrent. J'ai regardé les couples aller et venir, célébrant des anniversaires, des promotions, et tout ce que les gens célèbrent dans des endroits qui exigent des réservations faites à l'avance. Ils avaient tous l'air heureux. Ils étaient tous exactement là où ils devaient être. Finalement, vers 22h, j'ai vu du mouvement en provenance du salon privé. Ma famille est sortie en groupe, riant de quelque chose que Madison avait dit. Ils étaient tous rouges et joyeux, détendus par le vin, la nourriture coûteuse, et la satisfaction d'appartenir à un cercle exclusif. Ils ne m'ont pas vu au début. Je les ai regardés passer devant le bar, continuant de parler et de rire, en direction de la sortie. Pendant une seconde, j'ai cru qu'ils allaient vraiment partir, sans même vérifier si j'étais encore là. Puis, maman a jeté un coup d'œil vers le bar, a eu un temps d'arrêt, et son expression a changé, oscillant entre la surprise et l'agacement. Elle a dit quelque chose aux autres, et tout le groupe a pivoté dans ma direction. Wilma, tu es encore là. La voix de maman avait cette pointe de désapprobation, qui laissait entendre que j'avais fait quelque chose d'inapproprié, en la prenant au mot. J'ai glissé du tabouret. Tu m'as dit d'attendre. Eh bien, oui, mais nous pensions que tu serais raisonnable. Elle a regardé sa montre, une Cartier que papa lui avait offerte pour leur anniversaire l'année dernière. Il se fait tard. Madison a légèrement trébuché, clairement éméché par le vin qu'ils avaient bu. Oh, waouh. Tu es vraiment resté. C'est un peu pathétique, Wilma. Trevor la stabilisa d'une main sur le coude, me souriant avec suffisance, comme si j'étais un chien errant qui les avait suivis jusqu'à la maison. On a mangé le homard le plus incroyable. Le chef est même sorti. Tu l'as vu? Probablement pas d'aussi loin, au bar.
Le sommelier était incroyable aussi, ajouta tante Diane, sans même me regarder, tout en vérifiant son reflet dans un poudrier. Il a recommandé ce Bourgogne qui se mariait parfaitement avec le plat de bœuf. Tu aurais adoré, Patricia. C'était divin, acquiesça maman, sans toujours croiser mon regard. Madison, ma chérie, nous devrions noter le nom de ce vin pour ta liste de mariage. Déjà fait, dit Madison en sortant son téléphone. J'ai pris une photo de la bouteille. Elle coûte quelque chose comme 400 €, mais ça les vaut totalement. 400 $ pour une seule bouteille de vin. J'ai fait le calcul dans ma tête. C'était presque ce que je payais pour les courses d'un mois entier, en planifiant soigneusement les repas, en découpant des coupons, et en achetant des marques de distributeurs. Ils en avaient probablement bu 2 ou 3 bouteilles, sans même y penser. Les desserts étaient de véritables œuvres d'art, intervint mon oncle Paul en se tapotant le ventre. De l'art authentique. Ils avaient ce truc au chocolat avec des feuilles d'or et un coulis de framboise. Je crois que j'ai pris 2 kilos rien qu'en le regardant. Ils le faisaient exprès. Chacun d'entre eux décrivait le repas dans les moindres détails, s'assurant que je sache exactement ce que j'avais manqué, assise seule à ce bar. Ce n'était pas de la cruauté accidentelle. C'était intentionnel. Et l'ambiance, dit doucement ma grand-mère, bien qu'il y eût quelque chose d'étrange dans son ton. Même si, je dois dire, ça aurait été plus agréable avec une personne de plus à table. Maman lui lança un regard d'avertissement. Mère, ne commencez pas, je ne commence rien, Patricia. Je constate simplement que quelque chose semblait incomplet ce soir. C'est parce que vous avez à peine touché à votre assiette, dit papa, toujours prêt à détourner l'attention quand maman était contestée. Vous vous sentez bien? Je me sens très bien, répondit grand-mère, sa voix gagnant en force. Je sens que nous devrions peut-être parler de ce qui s'est passé ce soir. Il ne s'est rien passé, dit maman rapidement, trop rapidement. Nous avons eu un merveilleux dîner pour célébrer les réussites de Madison. C'est tout. Vraiment? Les yeux de ma grand-mère croisèrent les miens à travers le groupe. Wilma, as-tu passé une bonne soirée? La question resta en suspens, dangereuse et chargée de sens. Tout le monde se tut, attendant de voir si j'allais faire des vagues, ou si j'allais jouer le jeu de la fiction où tout allait bien. C'était intéressant, dis-je prudemment. Très instructif. Instructif, ricana Madison. C'est un peu fort venant de quelqu'un qui... Qui quoi, la coupé je, me surprenant moi-même. Quelqu'un qui a choisi un chemin différent. Quelqu'un qui travaille de ses mains au lieu d'être assis dans un bureau? Qu'est-ce que tu allais dire exactement, Madison? Ses yeux s'écarquillèrent. Je ne ripostais jamais. J'étais toujours celle qui encaissait les coups, qui arrondissait les angles, qui prétendait que la cruauté ordinaire ne l'atteignait pas. Mais quelque chose avait changé, pendant ces heures passées au bar. Quelque chose s'était fissuré, et je ne pouvais pas le refermer. Les filles, s'il vous plaît, dit papa de sa voix de médiateur, celle qu'il utilisait lorsque ses clients s'échauffaient dans son cabinet d'avocat. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour. Pourquoi, insistai-je. Pour l'honnêteté? Pour reconnaître que j'ai été invité à un dîner où il n'y avait pas de place pour moi. Il y avait des contraintes d'espace, dit maman d'un ton sec. La table ne pouvait accueillir que 8 personnes. Ce n'est la faute de personne. C'est toi qui as fait la réservation. Je l'ai faite il y a des semaines. Comment étais-je censé connaître la configuration exacte de... Tu as déjà mangé ici, l'interrompis-je. Tu t'en es vanté. Tu savais exactement combien de places cette table avait. Avant que je puisse répondre, un serveur que je n'avais pas encore vu s'approcha de notre groupe. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec une sorte d'énergie nerveuse, qui suggérait qu'il était nouveau dans la gestion de salons privés remplis de gens riches. Excusez-moi, dit-il en tenant un portefeuille en cuir qui, je le savais, contenait l'addition. Je dois régler la note avant votre départ. Maman sourit, de son sourire le plus gracieux, celui qu'elle réservait aux employés de service qu'elle s'apprêtait à décevoir. Bien sûr. Ma fille va s'en occuper. Elle me désigna d'un geste. Le serveur parut confus. Oh, je m'excuse. On m'avait dit que la réservation était au nom de Madame Patricia Ansley. C'est exact, confirma maman. Mais Wilma, ici présente, réglera l'addition. Elle a insisté. En fait, c'est son cadeau pour sa sœur. Chaque mot était un mensonge.
Je n'avais jamais proposé, on ne m'avait jamais demandé, on ne m'avait même jamais dit quel serait le total. Mais maman le dit avec une telle confiance, une telle certitude, que l'expression du serveur s'éclaircit. Oh, merveilleux! Il s'avança vers moi, me tendant le portefeuille. Par ici, mademoiselle. Nous pouvons procéder au paiement au bar. Je pris le portefeuille en pilote automatique. Mes mains ouvrirent la couverture en cuir avant que mon cerveau ne puisse rattraper ce qui se passait. 2846,30 €. Le nombre était là, en caractères d'imprimerie nette, suivi d'une liste détaillée qui ressemblait à une parodie de la richesse, bœuf wagyu, queue de homard, plusieurs bouteilles de vin dont je ne pouvais pas prononcer le nom, des desserts qui coûtaient plus cher à l'unité que ce que je dépensais habituellement en course pour une semaine. Il y a une erreur, dis-je doucement. Le sourire du serveur vacilla. Je vous demande pardon? Wilma, la voix de maman portait une note d'avertissement. Ne fais pas de scène. Quelque chose se serra dans ma poitrine, puis se relâcha. Toutes ces années à me mordre la langue, à être la fille facile, celle qui ne causait pas de problème ni ne réclamait d'attention. Toutes ces fois où je me suis convaincu que maintenir la paix était plus important que de me défendre. Qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une place au bar, pendant que ma famille faisait la fête sans moi. Une scène, répétai-je, ma voix stable malgré mon cœur qui s'emballait. Tu veux parler de faire une scène? Tu as dit à tout un restaurant que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir à votre table. Tu m'as fait attendre pendant 3 heures, comme si j'étais une sorte de servante espérant des restes. Et maintenant, tu essaies de me refiler une addition pour un repas que je n'ai pas mangé, à une fête où je n'étais pas invité à participer. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit papa, mais sa voix manquait de conviction. Il savait exactement ce qui s'était passé. Ils le savaient tous. Alors dis-moi, papa, que s'est-il passé? Parce que de mon point de vue, on dirait que vous avez tous décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse, mais que je valais la peine d'être utilisée comme carte de crédit. Trevor eut le même rire sec que tout à l'heure. Mon Dieu, tu te complais vraiment dans ton rôle de victime, n'est-ce pas? Ta mère a expliqué la situation. La table était pleine. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Mettre quelqu'un à la porte? Je voulais qu'il me compte quand ils ont fait la réservation, dis-je en me tournant pour lui faire face directement. Je voulais que ma propre mère se soucie assez de moi pour s'assurer que sa fille ait une place, mais apparemment, c'était trop demandé. Tu déformes tout, dit Madison, sa voix montant. Maman a travaillé si dur pour que ce dîner soit parfait. Elle a demandé des faveurs pour obtenir cette réservation. Elle a passé des semaines à planifier chaque détail, et tu essaies de tout gâcher parce que tu es jalouse. Jalouse? Le mot me fit presque rire. De quoi, exactement? De moi. Madison écarta les bras. Tu as toujours été jalouse que je réussisse, que j'ai un diplôme, que j'aille quelque part dans ma vie. Tu ne supportes pas que maman et papa soient fiers de moi. Madison, ma chérie, peut-être que nous devrions, commença tante Diane, mais Madison était lancée maintenant, le vin et la colère la rendant imprudente. Non, j'en ai marre de marcher sur des œufs autour des sentiments de Wilma. Elle a fait ses choix. Elle a décidé de ne pas aller à l'université. Elle a décidé de gâcher son potentiel en faisant un travail manuel. Et maintenant, elle veut que nous fassions tous semblant que c'est tout aussi bien que ce que j'ai accompli. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. Les autres clients ne faisaient même plus semblant de ne pas regarder. Notre drame familial était maintenant le divertissement de la soirée pour tout le monde au Crystal OS. Le serveur se tenait toujours là, l'addition à la main, l'air de vouloir être avalé par le sol. Tu penses que je ne suis pas allé à l'université parce que j'étais paresseuse, demandai-je doucement. Parce que je manquais d'ambition? N'est-ce pas le cas, rétorqua Madison. Je n'y suis pas allé parce que nous n'en avions pas les moyens. Parce que maman et papa ont dépensé jusqu'au dernier centime qu'ils avaient économisé pour mes études, dans ton lycée privé, quand tu t'es fait renvoyer du public pour avoir triché à tes examens finaux. Tu te souviens de ça, Madison? Ou étais-tu trop occupé à faire comme si ça n'était jamais arrivé? Le visage de Madison devint blanc, puis rouge vif. C'était. Ils n'ont jamais prouvé. Ils l'ont suffisamment prouvé pour que le proviseur te donne le choix, l'expulsion avec mention dans ton dossier, ou le transfert dans une école privée avec une ardoise vierge. Maman et papa ont payé 28 000 € par an pendant 3 ans pour que tu puisses obtenir ton diplôme, sans que ça te poursuive.
C'était mon fond d'études. En totalité. Le silence qui suivit fut absolu. Même les autres clients s'étaient tus, se penchant pour entendre la suite. Wilma, dit papa, sa voix lente et dangereuse. On ne discute pas des affaires familiales privées en public. Pourquoi pas? On discute déjà du fait que je ne suis pas assez bien pour m'asseoir à la table familiale. Autant laver notre linge sale en public, pendant qu'on y est. Le visage de maman avait pâli, son maquillage soigneusement appliqué ressortant de façon crue. Cet argent a été dépensé pour protéger l'avenir de ta sœur, pour lui donner une seconde chance. Tu devrais être reconnaissante que nous ayons pu l'aider. Reconnaissante? Je la fixais. J'ai travaillé à plein temps pendant tout le lycée pour économiser pour l'université communautaire, parce que vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas d'argent. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 2 ans. J'ai pris toutes les heures supplémentaires que je pouvais, et tout ça pendant que vous faisiez des chèques pour l'école privée de Madison, ses tuteurs pour le SAT, et ses consultants en candidatures universitaires. Vous n'avez jamais pensé à me dire où était passé mon fonds d'études. Je l'ai découvert en vous entendant, par hasard, dire à tante Diane que vous l'aviez échappé belle. Tu écoutais aux portes, dit tante Diane, comme si c'était là le vrai crime. J'avais 17 ans et j'essayais de trouver comment payer mes études. Ma voix se brisa. Avez-vous la moindre idée de ce que c'était, de vous écouter tous célébrer l'admission de Madison à Stanford, pendant que je remplissais des demandes de prêt, et que je me faisais refouler parce que, sur le papier, nous gagnions trop d'argent, mais n'avions rien de côté? Les yeux de ma grand-mère brillaient de larmes. Patricia, tu m'as dit que Wilma avait choisi de ne pas aller à l'université. Tu as dit qu'elle n'avait pas de disposition pour les études. C'était le cas, dit maman sur la défensive. Ses notes n'ont jamais été aussi bonnes que celles de Madison. Parce que je travaillais 35 heures par semaine dans 2 emplois différents. Je voulais crier, briser quelque chose, leur faire comprendre. Madison, elle, a pu se concentrer sur l'école. Elle a eu des tuteurs, du temps pour étudier, et des parents qui s'assuraient qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Moi, j'ai eu des doubles services, je m'endormais en classe, et des professeurs qui pensaient que je me fichais de mon éducation. La vie n'est pas juste, Wilma, dit papa. Parfois, des sacrifices doivent être faits pour le bien commun. Et j'étais le sacrifice. Je le regardais, cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui me lisait des histoires avant de dormir, et qui m'avait promis qu'il me protégerait toujours. C'est ce que tu es en train de dire? Que mon avenir était moins important que celui de Madison? Ta sœur avait plus de potentiel, dit maman. Et voilà. La vérité qu'elle avait probablement toujours crue, mais jamais dite à voix haute. Elle a toujours été exceptionnelle. Toi, tu étais adéquate. Nous avons investi là où le rendement serait le plus grand. Les mots atterrirent comme des coups physiques. Adéquate. Un investissement à faible rendement. J'étais dans l'un des restaurants les plus chers de Chicago, et ma mère venait de me réduire à une entreprise commerciale ratée. Oncle Paul se racla la gorge, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous discuter de cela dans un endroit plus privé. Pourquoi, demandai-je. Pour que vous puissiez tous me dire plus discrètement que je ne vaux pas autant que Madison? Pour que vous puissiez m'expliquer à voix basse pourquoi je suis assez bonne pour payer vos factures, mais pas assez bonne pour manger votre nourriture? Tu es hystérique, dit Trevor. Je me suis retourné contre lui. Et toi, tu es complice. Tu es avec Madison depuis quoi, 2 ans? As-tu jamais remis en question pourquoi je ne suis jamais aux événements familiaux? Pourquoi je suis toujours la cible de leurs blagues? Ou as-tu simplement supposé que je le méritais, parce que je suis une travailleuse manuelle au lieu d'une consultante? Il ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Je veux dire, c'est ta famille. J'ai pensé que vous n'étiez tout simplement pas proches. Nous ne sommes pas proches parce qu'ils ne veulent pas de moi, à moins d'avoir besoin de quelque chose. Et ce soir, ils avaient besoin d'un chéquier. Je la regardais. Cette femme qui m'avait élevé, qui me tressait les cheveux avant l'école primaire, qui m'avait appris à faire du vélo, et qui avait promis qu'elle aimait tous ses enfants de la même manière, la même femme qui venait de dire à un restaurant bondé que je n'avais pas ma place à sa table. Je ne paie pas ça, dis-je. Ne sois pas ridicule, siffla maman, jetant un coup d'œil autour d'elle pour voir si quelqu'un regardait. Tu te mets dans l'embarras. C'est moi qui me mets dans l'embarras. Quelque chose de chaud et de vif monta dans ma poitrine.
Tu m'invites à dîner, tu me dis qu'il n'y a pas de place pour moi, tu me fais attendre au bar pendant 3 heures, et maintenant tu essaies de me coller une facture de près de 3000 €. Papa prit enfin la parole, sa voix basse et sévère. Wilma Anansley, tu vas baisser la voix, tout de suite. Non. Le mot sortit plus fort que je ne l'avais prévu. Je ne le ferai pas. Madison s'avança, le visage rouge de colère et d'excès de vin. Oh mon Dieu, Wilma, tu ne peux pas être égoïste pour une fois? C'est ma soirée, ma remise de diplôme. Le moins que tu puisses faire, c'est de contribuer un peu, puisque tu ne m'as même pas offert un vrai cadeau. Je t'ai donné une carte cadeau, dis-je. Pour Target, ricana TL. Quelle attention. C'était 50 € que je pouvais à peine me permettre, mais ce n'était plus la question. Ce n'est pas la question, ajouta Trevor, car apparemment tout le monde devait s'y mettre. La famille est censée se soutenir mutuellement. Ta mère a travaillé très dur pour obtenir cette réservation. Je me suis tourné vers le serveur, qui avait l'air de vouloir fondre dans le sol coûteux. Je suis désolé de vous mettre dans cette position, mais il faut que vous compreniez quelque chose très clairement. Je n'ai pas accepté de payer pour ce dîner. Je n'ai été consulté sur aucune partie de ce dîner. En fait, je n'ai même pas eu le droit de manger à ce dîner. Wilma, tu es dramatique, dit tante Diane. Vraiment? Je les regardais chacun leur tour. Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? Quelqu'un? Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire ce que j'ai commandé? Silence. C'est parce que je n'ai rien commandé. Parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. Parce que, selon maman, je n'ai pas ma place à une table célébrant une réussite scolaire, puisque je ne suis pas allé à l'université. Ma grand-mère prit enfin la parole, sa voix calme mais ferme. Patricia, est-ce vrai? Tu lui as dit ça? Le visage de maman rougit. Mère, vous ne comprenez pas, Wilma est toujours si sensible à propos de ces choses. Elle prend tout personnellement. L'as-tu dit, insista grand-mère. J'ai peut-être suggéré que le dîner était spécifiquement pour célébrer les études de Madison, oui, et que peut-être Wilma serait plus à l'aise ailleurs, puisqu'elle a choisi un chemin différent. Tu as dit que je n'avais pas ma place à la table, ai-je corrigé? C'étaient tes mots exacts. Le serveur se racla la gorge. Je dois vraiment procéder au paiement. J'ai refermé le portefeuille et le lui ai rendu. Alors vous devez apporter ceci à Madame Patricia Anansley, dont le nom figure sur la réservation, car je ne paie pas pour un repas que je n'ai pas mangé, à une fête où je n'étais pas la bienvenue. Wilma. La voix de maman devint stridente. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi bien. Je me suis retourné pour partir, et maman m'a attrapé le bras. Sa poigne était forte, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de ma robe. Si tu sors par cette porte sans payer cette facture, tu ne fais plus partie de cette famille, dit-elle. Ses yeux étaient durs, brillants de colère, et de quelque chose qui aurait pu être de la panique. Je suis sérieuse. Tu seras morte pour moi. La pièce semblait retenir son souffle. Même les autres clients avaient cessé de faire semblant de ne pas regarder notre drame se dérouler. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis de nouveau son visage. Maman, j'ai cessé de faire partie de cette famille au moment où tu m'as dit que je n'avais pas ma place à votre table. J'ai libéré mon bras et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'entendais le début de l'explosion. Patricia, qu'as-tu fait? C'était grand-mère. C'est de ta faute. Madison, comme on pouvait s'y attendre. Monsieur, j'ai vraiment besoin que quelqu'un paie cette addition, le pauvre serveur. Je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé la salle principale la tête haute, passant devant tous ces couples et familles heureux, qui étaient exactement là où ils devaient être. James, le barman, a croisé mon regard en passant et m'a fait un petit signe de tête, qui ressemblait à de l'approbation. L'air nocturne frappa mon visage comme un baptême, frais et pur après l'atmosphère recyclée du restaurant. Je pouvais à nouveau respirer. Mes mains tremblaient, l'adrénaline inondant mon système maintenant que le moment était passé. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'aie atteint le bout de la rue. La photo de maman s'est affichée à l'écran. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé immédiatement. Refusé à nouveau. Puis les textos ont commencé à affluer. Maman, reviens ici tout de suite. Maman, tu es complètement déraisonnable. Maman, as-tu la moindre idée du montant de cette facture?
Papa, c'est un comportement inacceptable, Wilma. Madison, tu viens de gâcher mon dîner de remise de diplôme. Espèce d'égoïste bip. Tante Diane, j'ai toujours su que tu avais un fond méchant. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à marcher. Ma voiture était garée à 3 rues de là, et je n'avais jamais été aussi reconnaissante de la distance. Chaque pas me donnait l'impression d'enlever une couche de quelque chose de toxique, que je portais depuis trop longtemps. Quand je suis enfin rentré dans mon petit appartement, celui que j'avais loué avec mon salaire d'électricienne dans un quartier que mes parents qualifiaient de malfamé, je me suis effondré sur mon canapé d'occasion et j'ai commencé à rire. Le son venait de quelque part au plus profond de ma poitrine, un peu hystérique, mais aussi sincère. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Mon téléphone continuait de vibrer avec des messages, mais je ne les ai pas regardés. Au lieu de cela, je me suis mis en pyjama, je me suis préparé une tasse de thé, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email de mon superviseur m'attendait, me demandant si je voulais accepter un travail supplémentaire, pour aider à câbler un nouveau projet de construction. Des heures supplémentaires, un salaire supplémentaire, et exactement le genre d'expérience dont j'avais besoin pour terminer mon apprentissage en beauté. J'ai répondu, oui, absolument. Quand est-ce qu'on commence? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 128 messages textes. La plupart provenaient de ma famille proche, allant de la fureur au chantage affectif, en passant par de vagues menaces sur la façon dont j'avais détruit les liens familiaux pour toujours. Mais il y avait quelques surprises. Grand-mère, j'ai payé l'addition. Ta mère a eu tort. Appelle-moi quand tu seras prête. Oncle Paul, pour ce que ça vaut, tu n'avais pas tort ce soir. Prends soin de toi. Et d'un numéro que je n'ai pas reconnu immédiatement, bien que l'indicatif régional fût local, Wilma, c'est James du Crystal OS. Je ne devrais probablement pas faire ça, mais un des serveurs est un de mes amis et il m'a raconté ce qui s'est passé après votre départ. Votre mère a essayé de convaincre le directeur que vous aviez accepté de payer, et que vous faisiez juste une crise. Le directeur a vérifié les notes de la réservation, et il n'y avait rien indiquant que vous couvriez la facture, ou même que vous étiez incluse dans le nombre de convives. Ils ont fait payer votre famille. La carte de crédit de votre mère a été refusée 2 fois, avant que votre grand-mère n'intervienne avec un chèque. Bref, j'ai eu votre numéro via le système de réservation. Désolé si c'est déplacé. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez été courageux ce soir. Parfois, la chose la plus difficile est de s'éloigner des gens qui sont censés vous aimer. Prenez soin de vous. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, exactement. Quelque chose de plus complexe. Un relâchement de la pression que j'avais contenue pendant des années. Au cours des semaines suivantes, les messages de ma famille se sont estompés. Maman a tenté une dernière manipulation émotionnelle, un long texto sur la façon dont elle m'avait donné la vie, avait tant sacrifié, et ne pouvait pas croire que je l'avais humiliée comme ça en public. Je l'ai lu une fois, puis j'ai bloqué son numéro. Madison a envoyé un dernier message, m'insultant de tous les noms qu'elle pouvait trouver, et déclarant que je ferais mieux de ne pas m'attendre à une invitation à son mariage. Je l'ai bloqué aussi. Papa ne s'est jamais excusé, mais il a envoyé un texto, ta mère est très contrariée. Tu devrais l'appeler. J'ai enregistré son numéro sous ne pas répondre, mais je ne l'ai pas complètement bloqué. Une petite partie de moi n'était pas prête à couper complètement ce lien, même si je n'ai jamais répondu. La seule personne avec qui je suis resté en contact était ma grand-mère. Nous nous sommes retrouvés pour un café 2 semaines après le dîner, dans un petit café près de chez elle qui servait exactement le genre de nourriture simple et honnête que ma famille aurait méprisé. Ton grand-père et moi changeons notre testament, m'a-t-elle annoncé devant des scones aux myrtilles. Juste pour que tu saches, grand-mère, tu n'es pas obligée de. Chut. Ta mère est devenue quelqu'un que je ne reconnais plus. Je savais qu'elle pouvait être soucieuse de son statut, mais ce qu'elle t'a fait. Elle secoua la tête. Tu as eu raison de partir. Je suis fier de toi. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Wilma Ansley, demanda une voix de femme professionnelle. Oui. Ici Jennifer Park, du service des ressources humaines de MC Kinsey. Je vous appelle au sujet de Madison Ansley. Vous êtes répertorié comme référence de contact pour sa vérification d'antécédents, dans le cadre de notre processus d'évaluation pour une promotion interne.
Je voulais vérifier quelques informations sur son caractère et ses compétences interpersonnelles. J'ai failli rire. Bien sûr, elle l'avait fait. Madison avait probablement supposé que j'avais soit oublié le dîner, soit que j'aurais trop peur de dire quoi que ce soit de négatif. Un appel des RH pour une évaluation de promotion était plus logique qu'une simple vérification de référence. Ils évaluaient si elle était prête à avoir plus de responsabilités, et à travailler en contact avec les clients. Je suis heureuse de répondre à vos questions, dis-je prudemment. Parfait. Pouvez-vous me parler du caractère de Madison, en particulier de la façon dont elle gère les conflits et traite ses collègues, surtout ceux qu'elle pourrait percevoir comme ses subordonnés? J'ai pensé à mentir, à prendre de la hauteur, à être la plus intelligente, toutes ces phrases que les gens utilisent quand ils veulent dire laisser quelqu'un s'en tirer avec un comportement horrible, parce que se défendre est considéré comme impoli. Je peux vous dire que Madison vient d'une famille qui a des idées très arrêtées sur la hiérarchie sociale, dis-je. D'après mon expérience personnelle, elle est prête à participer à l'exclusion de personnes qu'elle considère comme inférieures, et elle n'a aucun problème à laisser les autres payer des frais, qu'elle-même n'est pas disposée à couvrir. Il y eut une pause. Pouvez-vous développer? Alors, je l'ai fait. J'ai raconté l'histoire cliniquement, sans émotion, juste les faits. Le dîner, la place manquante, l'addition. Je n'ai pas embelli. Je n'en avais pas besoin. Merci pour votre honnêteté, dit Jennifer quand j'eus terminé. Ce sont des informations très utiles. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, j'ai réalisé que c'était Madison. Elle devait avoir un nouveau téléphone, ou envoyer un message depuis l'appareil de quelqu'un d'autre pour contourner mon blocage. Je n'ai pas eu la promotion. Tu as dit quelque chose au RH? Papa dit que je devrais te poursuivre pour diffamation. J'ai répondu, tout ce que j'ai dit était vrai. Bonne chance pour le procès, et j'ai bloqué ce numéro aussi. La vie a continué. J'ai terminé mon apprentissage et je suis devenue électricienne agréée. Mon superviseur m'a offert un poste permanent dans son entreprise, avec des avantages sociaux et un salaire qui m'ont rendu plus stable financièrement que je ne l'avais jamais été. J'ai commencé à prendre des contrats supplémentaires, me forgeant une réputation pour un travail de qualité et des prix justes. J'ai aussi commencé une thérapie. Le cabinet du Dr Chen était dans une maison reconvertie, avec un éclairage doux et des plantes dans tous les coins. Elle n'a pas semblé surprise quand je lui ai raconté l'histoire du dîner, ou quand j'ai expliqué comment ma famille m'avait toujours fait sentir que j'étais inférieur. Voulez-vous une relation avec eux, m'a-t-elle demandé lors de notre 3e séance. J'y ai réfléchi longtemps. Je veux qu'ils soient des personnes différentes. Est-ce que ça compte? Non, dit-elle doucement. Ça ne compte pas alors, j'ai travaillé à accepter ce qui était, au lieu de souhaiter ce qui aurait pu être. C'était plus difficile que n'importe quel travail physique que j'ai jamais fait. Certains jours, j'allais bien, vacant à mon travail et à ma vie sans penser à eux du tout. D'autres jours, je voyais une mère et sa fille rire dans un café, et je ressentais la perte comme une blessure fraîche. Marcus m'a aidé. Nous nous étions rencontrés au barbecue d'un ami, 6 mois après le dîner. Il enseignait l'histoire en 4e, et avait cette patience qui vient du fait de s'occuper d'adolescents toute la journée. Quand je lui ai finalement parlé de ma famille, il a simplement hoché la tête. Mon père ne m'a pas parlé depuis 5 ans parce que je n'ai pas repris son entreprise, a-t-il dit. Parfois, les gens qui sont censés nous aimer inconditionnellement sont ceux qui y attachent le plus de conditions. Nous nous comprenions d'une manière qui semblait rare et précieuse. Les contrats supplémentaires ont commencé à s'accumuler, grâce au bouche à oreille. J'ai refait le câblage d'un hôtel-boutique en centre-ville, installé des systèmes domotiques dans 3 immenses villas, et suis devenue, en quelque sorte, l'électricienne attitrée d'une chaîne de restaurants branchés. L'argent était bon, plus que bon. J'ai commencé à économiser, à construire réellement quelque chose qui m'appartenait. Un soir, environ 1 an après le dîner, j'ai reçu un appel d'une agente immobilière, une amie de la famille, bien que je ne me souvienne pas l'avoir jamais rencontrée. Wilma, c'est Suzanne Chen. Je m'occupe de la vente de la maison de votre grand-mère. Mon sang se glaça. Est-ce que grand-mère va bien? Oh, oui. Je suis désolé, j'aurais dû commencer par là. Elle va bien. Elle déménage dans un appartement plus petit, et m'a demandé de vous contacter spécifiquement. Elle veut savoir si vous seriez intéressé par l'achat de la maison. La maison de ma grand-mère était une belle demeure de style craftsman, dans un quartier en plein essor depuis une décennie.
Elle valait facilement 4 fois ce que je pouvais me permettre. Je ne pense pas que je puisse me le permettre, admis-je. Elle vous offre une réduction familiale très importante, dit Suzanne, et elle a mentionné qu'elle aiderait pour la compte, comme un héritage anticipé. Elle m'a dit de vous dire que certaines personnes gagnent leur place à table grâce à leur diplôme, mais que vous avez gagné la vôtre grâce à votre caractère. J'ai acheté la maison. Elle avait besoin de quelques travaux d'électricité, que j'ai fait moi-même, et d'une nouvelle couche de peinture, que j'ai fait faire. Quand j'ai finalement emménagé, ma grand-mère est venue avec un cadeau de pendaison de crémaillère, une table de salle à manger. Elle peut accueillir 8 personnes, dit-elle avec un sourire entendu. Assure-toi que tous ceux qui s'y assoient sachent qu'ils ont leur place. J'ai continué à travailler, à construire mon entreprise et ma vie. Je me suis lié d'amitié avec d'autres électriciens et petits entrepreneurs. Je suis sorti avec un professeur nommé Marcus, qui trouvait impressionnant que je puisse câbler une maison, et ne m'a jamais demandé pourquoi je n'étais pas allé à l'université. J'ai construit quelque chose de réel, de solide. À moi. 2 ans après le dîner, j'ai reçu un message de papa. La première communication en tout ce temps. Ta mère veut s'excuser. Pouvons-nous nous voir pour un café? J'ai fixé le message pendant 3 jours avant de répondre. Non, mais dis-lui que j'espère que Madison va bien. Il n'a pas insisté. J'ai bloqué ce numéro aussi. 5 ans après le dîner, je travaillais sur un grand projet commercial en centre-ville quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, encore. Cette fois, j'ai laissé le répondeur se déclencher. Wilma, c'est Trevor, l'ex-petit ami de Madison, maintenant. Écoute, je sais que c'est bizarre, mais j'ai beaucoup pensé à ce dîner dernièrement. Ce qui s'est passé n'était pas juste. J'étais saoul et stupide, et j'ai cautionné quelque chose que je savais être mal. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, ni même que tu répondes. Je voulais juste que tu saches que j'y ai beaucoup réfléchi, et que tu avais raison sur toute la ligne. J'ai gardé le message vocal. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai gardé. La vérité, c'est que je pense aussi à ce dîner. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais simplement payé l'addition, ravalé ma fierté, vidé ma carte de crédit, et joué le rôle que ma famille attendait de moi. Peut-être que nous aurions encore des réunions de famille superficielles, où tout le monde ferait semblant de bien s'entendre. Peut-être que Madison et moi échangerions des textos d'anniversaire sans conviction. Peut-être que maman se vanterait occasionnellement de ma petite entreprise d'électricité à ses amis, une anecdote excentrique sur sa fille non conventionnelle. Mais je n'aurais pas cette vie. Je n'aurais pas cette maison, avec sa table où tout le monde a sa place. Je n'aurais pas la fierté de savoir que j'ai construit quelque chose de mes propres mains, et selon mes propres normes. Je n'aurais pas appris que s'éloigner des gens qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur, ce n'est pas couper les ponts. C'est refuser de continuer à en construire un, qui ne va que dans leur direction. Le mois dernier, j'ai reçu une invitation par la poste. Le mariage de Madison. L'enveloppe était adressée dans une calligraphie élégante, coûtant probablement plus cher que tout mon dîner au Chipotle ce soir-là. Pas de note personnelle, juste une invitation formelle à assister à son mariage avec un certain Chad, dans un vignoble de la Napa Valley. J'ai envoyé un texto à ma grand-mère, tu en as reçu une. Elle a répondu immédiatement. Oui. Je lui ai dit que je n'y assisterai pas, à moins que tu ne sois incluse dans le cortège avec des excuses personnelles. Elle m'a dit de te dire que l'invitation est une excuse suffisante. J'ai jeté l'invitation. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de salle à manger, celle qui peut accueillir 8 personnes avec Marcus et 4 amis du travail. Nous avons commandé des pizzas, joué aux cartes, et ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Personne ne m'a demandé où j'avais fait mes études. Personne n'a suggéré que je n'avais pas ma place. Quelque part en ville, ma famille était probablement en train de planifier ce mariage, discutant des arrangements floraux, des plans de table, et de savoir si le poulet ou le poisson était plus approprié pour le plat principal. Maman était probablement en train de demander des faveurs, de citer des noms de fournisseurs, et de s'assurer que tout soit absolument parfait pour les photos. Et moi, j'étais ici, dans ma maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné, entouré de gens qui m'appréciaient pour qui je suis, plutôt que pour les institutions que j'ai fréquentées. L'addition pour ce dîner était de 2846,30 €. Le coût de ma dignité, lui, aurait été de tout perdre.